Au printemps 1912, alors que l'Europe semblait goûter à une stabilité conquise, une croisière méditerranéenne de l'élite britannique se déroule dans un climat de sérénité absolue. À bord du somptueux yacht Enchantress, propriété de l'amirauté britannique, vogue le Premier ministre Herbert Asquith, sa fille Violet et Winston Churchill. Ce tableau idyllique décrit avec une sensibilité romantique par Violet Asquith dans son journal, révèle pour le lecteur averti une insouciance tragique. Car ces figures centrales du pouvoir impérial britannique, baignées dans la lumière dorée du monde antique, ignorent que leur univers va basculer dans la guerre, le chaos et la redéfinition géopolitique. Cette croisière devient ainsi un miroir tendu à la vieille Europe, sûre d'elle-même, riche de ses illusions, mais aveugle à sa propre fin. Comment ce chapitre illustre-t-il le contraste entre la stabilité perçue de l'Europe impériale et l'effondrement imminent de l'ordre ancien? Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons d'abord la mise en scène d'un monde en apparence stable, avant d'étudier la croyance dans la supériorité européenne et la mission civilisatrice, puis de mettre en lumière le contraste saisissant entre cette illusion de permanence et les signes d'effondrement latent. La scène d'ouverture du chapitre présente un groupe restreint de personnalités de premier plan voyageant en Méditerranée. L'Enchantress, navire somptueux réservé à l'amirauté, constitue le cadre d'une parenthèse enchantée. Churchill, Asquith et d'autres figures de l'élite britannique s'y adonnent à la contemplation, aux discussions intellectuelles, aux visites culturelles. Ce microcosme aristocratique reflète un ordre du monde hiérarchisé et immobile, celui d'un empire britannique à son apogée, s'étendant sur un quart de la planète. Le confort, la maîtrise de la mer, la présence des plus hauts représentants de l'État sont autant de signes d'un pouvoir total et maîtrisé. C'est la représentation achevée d'une puissance qui se croit inaltérable. Les étapes du voyage révèlent une fascination pour les civilisations antiques. À Pompéi, Violet Asquith note les rues silencieuses, les ruines pétrifiées d'un monde éteint. En Sicile, les membres de la croisière montent jusqu'aux ruines d'un théâtre grec pour contempler le coucher du soleil. Parmi le thym sauvage et les abeilles, nous regardions la mer passer du bleu au vert jade alors que le soleil s'y plongeait. Ce retour poétique vers la Grèce et Rome symbolise une volonté inconsciente de rattacher l'Empire britannique à une lignée prestigieuse. Pourtant, Fromkin nous invite à percevoir le revers du décor. Ce monde englouti que contemplent les Britanniques préfigure leur propre avenir. L'analogie entre les civilisations disparues et la grandeur présente est lourde de sens. Fromkin souligne avec finesse que les acteurs de cette scène ne perçoivent pas le parallèle entre les ruines qu'ils admirent et la fragilité de leur propre monde. Violet Asquith, dans son admiration pour la Rome antique, semble convaincue que l'Empire britannique survivra 2 fois plus longtemps. Elle pouvait bien penser que l'empire de son père durerait 2 fois plus longtemps que celui de Rome. Cette remarque, aussi simple qu'ironique, place le lecteur en surplomb. Il sait que la guerre éclatera 2 ans plus tard, emportant cet univers avec elle. L'aveuglement est donc non seulement politique, mais aussi esthétique et existentiel. Une réflexion historiographique s'immisce dans le récit. Le professeur américain James Henry Breasted défend une thèse révolutionnaire pour l'époque, selon laquelle la civilisation occidentale ne trouve pas ses racines à Athènes ou à Rome, mais dans les civilisations du Proche-Orient ancien, Égypte, Juda, Babylonie, Assyrie. Cette mise en perspective relativise le sentiment européen d'être au sommet d'un progrès linéaire. Fromkin en use pour souligner l'amnésie historique des élites européennes, qui oublient que leur propre système politique est le fruit de dynamiques orientales complexes. Malgré cela, les élites européennes de 1912 croient encore fermement en la mission civilisatrice. Il s'agit pour elles d'apporter au peuple arriéré les lumières de la raison, du progrès et de l'ordre étatique. Cette croyance justifie la colonisation, les ingérences diplomatiques et les redécoupages territoriaux imposés. La croisière décrite par Fromkin reflète cette mentalité. On traverse les régions orientales sans leur prêter attention, comme si elles n'étaient que des décors, appelés à être restructurés par la main bienveillante de l'Occident. En 1912, l'Empire ottoman est vu comme une entité anachronique, affaiblie, inapte à se moderniser seule. Il n'est pas encore perçu comme un foyer de tensions ou de luttes idéologiques. Fromkin insiste sur ce point. Les massacres ponctuels, comme ceux des Arméniens, suscitent de brèves indignations, mais n'ébranlent pas l'inertie occidentale. Le Moyen-Orient est considéré comme une arrière-cour stratégique, mais sans véritable urgence. Cette perception influencera lourdement la façon dont les puissances géreront la fin de l'Empire ottoman après 1918, par ignorance ou condescendance. Le confort et la certitude de l'ordre impérial engendrent une illusion d'invincibilité. Churchill, symbole même de cette nouvelle élite, s'exprime avec mépris à l'égard des grands penseurs antiques. Ils sont surestimés, j'ai dit d'aussi bonnes choses moi-même. Cette remarque narcissique illustre parfaitement le déni de l'histoire. À ses yeux, la grandeur britannique n'est pas une étape dans une chronologie fragile, mais un sommet définitif. La croyance en la supériorité de leur époque empêche toute vigilance. Pour le lecteur, l'ironie dramatique est immense. Nous savons que 2 ans plus tard, l'Europe plongera dans un conflit mondial.
Le monde décrit par Fromkin est au bord du gouffre, mais ne le voit pas. L'insouciance de cette croisière, son goût pour les ruines et l'esthétisme antique, apparaît alors comme une danse au bord du volcan. Cette élite dirigeante est incapable de lire les signes du temps, enfermée dans un imaginaire impérial figé. Fromkin construit ici une ouverture symbolique magistrale à son ouvrage. Ce chapitre n'est pas un prologue isolé, il pose les fondations d'un récit de rupture. L'ordre ancien, incarné par la croisière de l'élite britannique, va basculer dans un désordre dont les conséquences seront la destruction de l'Empire ottoman, le redécoupage du Moyen-Orient et les tensions que nous connaissons encore aujourd'hui. La Première Guerre mondiale ne fut pas seulement un conflit européen, elle a précipité la fin d'un monde et donné naissance à un autre, instable et conflictuel. Fromkin nous invite à observer cette transition à travers les yeux de ceux qui, justement, ne l'ont pas vu venir. Le chapitre Les derniers jours de la vieille Europe agit comme un miroir tendu à l'histoire contemporaine. En mettant en scène une croisière d'apparence anodine, David Fromkin révèle l'ampleur de l'aveuglement des élites impériales. Le contraste entre l'illusion de stabilité et le chaos imminent structure tout le chapitre, faisant de cette introduction un moment clé du récit. Cette lecture nous enseigne que les civilisations, même à leur apogée, peuvent se montrer sourdes aux signes avant-coureurs de leur chute. Le chapitre anticipe la décomposition de l'ordre ottoman et la recomposition forcée du Moyen-Orient, effectuée par des mains étrangères, souvent mal informées ou mal intentionnées. En ce sens, cette ouverture prépare le lecteur au projet d'ensemble de l'ouvrage. Comprendre comment, à travers une série de décisions prises entre 1914 et 1922, l'Occident a fabriqué un Moyen-Orient artificiel, aux frontières arbitraires, porteur des conflits du siècle suivant. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!